Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. On continue sur ce profilage alimentaire dont on a commencé une nouvelle série pour 2025. On a d'abord débroussaillé un peu cette notion, abordé la semaine dernière tous les outils qu'on pouvait utiliser avec cette notion de profil alimentaire. Mais aujourd'hui, une question quand même centrale, c'est la question de savoir est-ce que tu es en train de nous donner un nouveau régime à suivre, Anne, avec cette question de profilage alimentaire, même si, bon, on en a déjà parlé et reparlé, a priori, c'est pas du tout ta came, le régime. Effectivement, je te remercie parce que c'est vraiment une question très, très, très importante. Donc moi, à la base, pour reprendre l'historique, évidemment, j'ai un diplôme de diététicienne classique, on va appeler ça la diététique conventionnelle. Mais j'ai toujours exercé une approche qui s'appelle la diététique comportementale. Donc la diététique comportementale, le principe fondamental, un des principes fondamentaux, c'est de ne pas faire de discrimination entre les aliments. On ne dit pas à la personne que tel aliment est bon ou mauvais. Et c'est une posture hyper importante parce que l'objectif, un des objectifs principaux, c'est de ne pas alimenter les restrictions chez les patients, de ne pas alimenter leurs croyances, mais de les aider plutôt à déterminer ce qui est vraiment authentiquement bon ou pas bon pour eux. Le principe que des aliments répondent seulement à des besoins alimentaires, en plus, c'est autre chose avec lequel qu'on va décomposer en diététique comportementale. On sait que manger, ça répond pas seulement à des besoins alimentaires, mais qu'il va aussi y avoir des besoins sensoriels à nourrir, des besoins émotionnels, des besoins psychiques, etc. Par exemple, j'ai déjà dû vous raconter cette anecdote, mais je l'adore tellement. L'autre fois sur l'autoroute, je me suis fait un kiff en m'arrêtant dans une chaîne de fast-food où j'allais quand j'étais adolescente, donc ça a bien nourri ma tête, si tu veux, parce que ça m'a replongée dans des souvenirs assez sympas. Je me suis tapé des onion rings, j'ai dû prendre un sandwich et puis un super milkshake glacé. Je me suis fait un très grand plaisir. J'ai été malade pendant 2 jours, mais je ne regrette rien. Voilà. Donc c'est te dire si c'est venu nourrir d'autres besoins que des besoins physiques. Je me serais contentée de prendre soin de mon corps, j'aurais jamais mangé ces cochoncetés-là. Mais j'en suis heureuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'éduquer les gens à ce qu'il faut manger ou pas, à ce qui peut être mauvais pour eux. En fait, il y a une manière de faire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui sais ce qui est bon pour l'autre. J'ai envie de te dire, ce serait sacrément prétentieux. Oui, parce qu'on est tous sacrément différents. Comme il y a plein de besoins, je ne sais pas, avant de faire la recherche avec la personne, avant d'investiguer avec elle et avant d'entendre ses retours, s'il y avait un vrai besoin derrière et qui pourrait être un besoin autre que nutritionnel. En plus, je ne sais pas si cette personne-là, par exemple, a une super capacité à digérer les choses qui sont réputées pas diététiquement correctes, le gras cuit, les machins, etc. Peut-être chez elle, ça fonctionne très bien. Donc moi, a priori, avant d'interroger la personne, avant de l'accompagner à s'auto-observer, je ne peux pas savoir. Et c'est pour ça qu'en diététique comportementale, on n'a pas à dire aux patients ce qu'ils doivent penser des aliments. Notre job, c'est de les accompagner à identifier par eux-mêmes ce que ça leur apporte, à quel besoin ça va répondre ou non à tel moment, et si ça fonctionne, pour nourrir leurs besoins, si ça leur fait du bien. Donc on a des outils qui sont l'auto-observation, les expériences de dégustation en conscience, etc. Donc c'est vraiment le patient qui est mis au cœur du travail. Oui, absolument. Et du coup, j'imagine que en tant que personne qui accompagne, ça demande un sacré travail en fait de se mettre de côté. Oula. D'observer, d'être vraiment à l'écoute. Moi, souvent, quand des personnes qui veulent se former en diététique prennent contact et me demandent c'est quoi pour vous les qualités que doit avoir une diététicienne, la première, c'est l'humilité. C'est énorme. Donc oui, c'est un gros travail, un travail énorme sur la posture. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à pas faire de prosélytisme. Par exemple, typiquement, moi, je suis venue à la diététique grâce à l'alimentation biologique dans laquelle je m'étais engagée depuis plusieurs années, avec des valeurs en termes d'écologie, sociale, politique. Et je me suis toujours gardée d'amener ça aux patients. Ça m'a évité beaucoup d'écueils parce que dire qu'il faut manger bio, c'est comme proposer un régime. C'est des contraintes. Et même aujourd'hui, je vais cibler les cas où c'est particulièrement important parce que maintenant, je prends en compte, avec les aspects nutritionnels, la valeur que ça va avoir d'avoir une alimentation hautement ressourçante dans certains cas. Quoi qu'il arrive, je pars toujours des habitudes de consommation de la personne et je propose que des changements accessibles. Donc, je ne vais rien imposer. On va composer avec
ce que la personne est en mesure de faire, en vérifiant ce qui est vraiment indispensable ou important. Donc pas d'objectif inatteignable pour la personne. Mais oui, évidemment, sinon c'est pas SMART. Hein. On fixe des objectifs. SMART, c'est l'acronyme pour intelligent en anglais, et dedans il y a le A de SMART, ça signifie atteignable. Donc il y a déjà ce propos-là. Et puis effectivement, par rapport à la nutrition, je vais rester mesurée. On parlait de la diététique comportementale, et moi, une chose qui m'avait beaucoup marquée, c'était il y a 10 ans, hein, quand j'ai commencé, que j'étais à une supervision en groupe, et j'avais évoqué le cas d'un patient que je suivais, et j'avais connaissance qu'il allait picorer des produits sucrés tout au long de la matinée, et que j'avais évoqué le fait que la nature même des aliments pouvait déréguler sa glycémie et entraîner des hypoglycémies, donc des fins artificielles. Et j'avais eu les gros yeux de ma mentor de l'époque qui m'avait reproché de faire de la discrimination autour des aliments. Et moi, ça m'a vachement marquée parce que il me semblait que d'un point de vue biochimique, il y avait des choses à prendre en compte et que c'était important de suggérer des expériences qui tiennent compte de la nature des aliments aux patients si ça peut avoir un impact visible sur leur fonctionnement et donc perturber leur sensation alimentaire de base. Un exemple typique, le petit déjeuner gras protéiné au lieu du petit déjeuner riche en sucre, on voit tout de suite que la personne, elle fait pas les mêmes compulsions alimentaires si le petit déjeuner riche en sucre, effectivement, ne lui convient pas, qu'elle le remplace. Donc, cette opposition que je percevais chez certaines personnes en diététique comportementale avec des aspects nutritionnels qui, moi, me semblaient indispensables à tenir compte, ça m'avait vachement marqué. Donc on parle vraiment de l'expérience. C'est l'expérience qui va amener le patient peut-être à réfléchir à faire autrement. Absolument. C'est-à-dire que ce qui va être au cœur de la démarche, c'est vraiment d'aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils expérimentent, de ce qu'ils vivent, de ce que, quand ils mangent ça de telle manière, ça va générer comme effet chez eux. Voilà. Et donc, ça, c'est génial parce que les outils de la diététique comportementale permettent complètement de faire ça. Et c'est le profilage alimentaire, moi, qui m'a réconcilié vraiment avec la nutrition. Parce que la partie de la diététique, la nutrition, pour distinguer avec la diététique, pour moi, la nutrition, c'est une partie de la diététique et c'est celle qui s'intéresse aux effets biochimiques des aliments dans le corps. Et pourquoi le profilage alimentaire, ça a été OK pour moi, c'est parce que j'ai toujours senti dans les écrits de Tati Lowers, qu'il a formulé, qu'elle avait de la considération pour les ressentis et l'expérience du patient. Et ça a été largement confirmé lors de ma formation. Donc en fait, le profilage alimentaire et la diététique comportementale sont merveilleusement complémentaires. Mais ça n'a pas un peu des risques de déterminer le profil alimentaire d'un individu ? Est-ce qu'après, on ne risque pas de rester enfermé un peu là-dedans ? Elle est très, très, très intelligente et pertinente, ta remarque. Et effectivement, on peut enfermer les gens dans leur profil avec le profilage alimentaire. Ou les gens peuvent s'enfermer eux-mêmes, en s'autorisant pas à écouter quand ils ont envie d'autre chose que ce qui correspond a priori à leur profil de base. Mais cela dit, c'est la même chose avec la diététique comportementale. Moi, j'ai vu des patients ou des patientes se mettre la pression pour ne manger que quand elles avaient faim, c'est-à-dire quand leur corps réclamait de la nourriture, et donc oublier qu'il y a d'autres besoins auxquels manger répond, ou rester bloqués parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier la vraie nature de leur envie, donc ils restent bloqués devant le frigo à pas savoir quoi faire, parce qu'ils n'arrivent pas à identifier leurs sensations à ce moment-là. Donc en fait, quelle que soit l'approche, il y a un risque de s'enfermer dans quelque chose et d'oublier de s'écouter. Donc au cœur, le plus important, c'est l'écoute de soi. Et donc ce qui compte, c'est la posture du thérapeute qui accompagne au-delà de l'approche qu'il va avoir. Le profilage alimentaire, donc, ce n'est pas un nouveau régime. On reste à l'écoute de soi et on expérimente et on voit ce que ça donne. On voit d'ailleurs on verra donc ce que ça va donner la semaine prochaine, Anne, pour une nouvelle chronique sur le profilage alimentaire. D'ici là, si vous avez des remarques, des questions, des observations, des expériences à partager avec nous, vous n'hésitez pas, vous écrivez un mail à l'adresse contact@radioalto.info. Et puis on vous rappelle que toutes les informations complémentaires sont disponibles en détail du podcast sur le site radioalto.info ou sur le blog des Mangeurs Libres. Anne, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Avec un grand plaisir, passez une toute belle semaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.